et bienvenue dans Tout est politique sur i24 News. Cette semaine en France, l'obsession Front National, la tournée anti-FN de Manuel Valls et ce sondage qui place le parti de Marine Le Pen en tête aux élections européennes. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Nous allons largement parler avec vous pendant cette émission. Oui, le Front National affole la boussole, comme dans les années 90. Nous verrons ça avec vous tout à l'heure. À l'étranger, l'Amérique de plus en plus affectée par le shutdown. Nous sommes à quelques jours de l'échéance du plafond de la dette. Les Républicains refusent toujours de voter le budget. Christian Mallard, bonjour. Bonjour, mais où ça passe, où ça casse. Et si ça casse, ça sera la pire des crises mondiales qu'on aura vues depuis bien longtemps, pire que celle de 2008. Tout est politique. Tout de suite, retour en France avec le Front National au centre du jeu politique. Le Front National, premier parti de France en intention de vote aux européennes. C'est un sondage IFOP pour le Nouvel Observateur. En tête à 24%. C'est grave, docteur Darmon ? Écoutez, c'est grave. Ce qui est grave, c'est de croire que ce sondage est une information stable. Parce qu'on répond, on nous explique en général qu'il faut faire très attention avec les sondages, les prendre avec des pincettes, que c'est simplement un cliché du moment. Et là, tout le monde le prend comme étant argent comptant et comme si l'élection avait déjà eu lieu. Alors, on va se calmer. Bon, oui, c'est un sondage, mais quand même... Attention, c'est le troisième qui indique, c'est le troisième qui indique le sondage que le Front National est en tête d'intention de vote pour juin 2014. Juin 2014. Mais est-ce que ça ne traduit pas quand même ce sondage aujourd'hui? Je mets le Front National à part. Un ras-le-bol de la classe politique, la ras-le-bol des Français face aux partis traditionnels que sont ce que certains appellent l'UMPS, comme l'appelle le Front National, l'UMP et le Parti Socialiste. Ce que ça indique surtout, c'est que le Front National a pris totalement en otage la parole publique, s'est placé au centre du jeu. Et grâce à qui ? Grâce aux partis républicains, qui sont censés en permanence lutter contre le Front National. Il ne se passe pas un jour, un moment, une dépêche, une réaction où à chaque fois on se positionne en fonction du Front National. Marine Le Pen, tous les jours, elle dit merci, elle envoie des camions de fleurs, des boîtes de chocolat à tout le monde, en disant merci, vous parlez de nous en permanence. On a dit qu'à l'élection de Brignoles, qui était une victoire donc, pour le Front National, élection cantonale partielle de Brignoles, en effet, on a dit que les électeurs socialistes s'étaient fortement abstenus et que c'était leur façon de prouver leur mécontentement vis-à-vis de la politique menée par Hollande. Mais aujourd'hui, là je revois un sondage, visiblement on est en train de nous dire que 11% de ces électeurs socialistes ont décidé de voter pour Marine Le Pen. Vous disiez tout à l'heure, Mickaël, que le Front National prend en ce moment en otage en quelque sorte la vie politique française. Justement, il y a encore quelques jours, Manuel Valls était à Forbach en Moselle. Le Front National, c'est l'obsession. Même s'il a tout de suite écarté que c'était une tournée anti-FN, Forbach qui est aujourd'hui aux mains des socialistes, très convoité par Florent Philippot, le numéro du Front National, mais Manuel Valls, vous allez regarder tout de suite le son, dément que c'est une campagne anti-FN. On se déplace souvent là où il y a une attente forte en matière de sécurité, de lutte contre la délinquance. Ce n'est pas une tournée, ou s'il y a une tournée, c'est une tournée pour la sécurité des Français. Et c'est ça l'essentiel. Réduire le débat public à cette question n'aurait aucun sens. Mickaël, à 6 mois des municipales, c'est quand même pas anodin ce déplacement. On ne va pas nous faire croire qu'il est allé par hasard à Forbach pour déclarer une zone de sécurité prioritaire dans un lieu où Florent Philippot brigue la mairie. Cette démarche-là fait beaucoup débat au sein de la majorité, au sein du Parti Socialiste. Elle n'est pas approuvée par tous. Non, parce qu'on se dit que ce n'est pas la bonne méthode de mettre en permanence le Front National en vedette. C'est un formidable attaché de presse du FN. Pendant ces 12 jours, Florent Philippot s'est promené partout, dans tous les médias, dans toute sa vie. Il a fait des tracts spécialement pour cette journée, et au sein du PS, quelqu'un comme par exemple Jean-François Cambadélis, qui lui aussi a beaucoup écrit sur l'extrême droite, Jean-Christophe, qui a beaucoup écrit donc, sur l'extrême droite, eh bien, a dit attention à ne pas faire du Front National le juge de paix de la vie républicaine. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez, que je trouvais très intéressant à l'instant, quand vous disiez que 53% des sympathisants de droite étaient pour un rapprochement entre les électeurs de l'UMP, le Front National et tout ça. Est-ce que finalement on n'en revient pas à ce qu'on a déjà dit dans cette émission, à savoir qu'il y a en France une majorité qui est à droite, même avec l'extrême droite, 53-54%, et qu'aujourd'hui, ces électeurs se disent on a intérêt à être ensemble si on veut battre le Parti Socialiste, voire le Front de gauche. C'est le mythe de la grande droite pour pouvoir arriver au pouvoir. C'est ce que Pasqua avait vendu à Chirac dans les valeurs communes en 88 pour dire on ne gagnera pas sans le Front National. Chirac avait répondu pas du tout, je fais le cordon sanitaire. La question est de savoir s'il faut prendre comme une fatalité cette droitisation et le fait que la seule vision que l'on aurait en France
France d'une droite serait celle qui serait la plus justement droitière possible, alors que justement le centre, on en reparlera certainement dans les prochains temps, est en train de s'organiser parce qu'il y a aussi un espace centre-droit libéral européen qui est incarné en ce moment par le rapprochement entre Borloo et Bayrou. Alors Mickaël, je vais vous poser une question. Il y a une bataille sémantique assez intelligente en ce moment. Marine Le Pen dit non, nous ne sommes pas un parti d'extrême droite. Donc vous, le grand spécialiste du Front National, est-ce que vous en pensez ? Alors elle essaie évidemment de pousser jusqu'au bout son œuvre de dédiabolisation, voire de normalisation. L'origine politique, intellectuelle du Front National est évidemment puise dans l'extrême droite française, historique. Quand vous regardez, ne serait-ce que par exemple le premier bureau politique donc de Jean-Marie Le Pen dans les années 70 du Front National, vous aviez des anciens de la Waffen-SS volontaires, vous aviez des anciens collaborateurs donc de Pétain, c'est quand même la France vichiste et qui a collaboré avec les nazis, qui a participé. Marine Le Pen essaie d'effacer tout ça ? Évidemment, elle veut effacer tout ça parce qu'elle dit c'est pas mon combat, c'est pas ma génération. Elle est dans une démarche qui ressemble à celle qu'avait fait Gianfranco Fini en Italie, un ancien du parti fasciste, et qui lui avait dit c'est terminé, je romps avec le fascisme et je rentre dans la vie républicaine. Il a même terminé aujourd'hui. Il a même terminé donc ministre de Berlusconi aux Affaires étrangères. Mais elle veut faire plus que ça. Elle veut rentrer dans le système. Son père était lui, quelqu'un qui était anti-système, parce que François Mitterrand lui avait dit si on veut traverser ensemble cette République, eh bien, vous restez là où vous êtes, vous avez un rôle qui consiste à faire des outrances pour que moi je puisse m'organiser sur la droite, et vous serez tranquille. Elle veut, voilà, à différence de son père, elle veut entrer dans le système. Vous avez raison. Elle veut rentrer, elle veut être dans le clan de ceux qui sont dénoncés depuis des années par le FN pour participer au système. Bref, elle veut aussi un chauffeur, un parapheur. Et je pense que la dédiabolisation souhaitée par Marine Le Pen, elle a encore davantage, et ça on va voir ce degré dans le temps, avec Maréchal Le Pen, la jeune députée, qui va encore gommer Marine Le Pen. Et l'enjeu politique, c'est qu'avant, uniquement, il y avait le scrutin à la proportionnelle qui favorisait le Front National. Aujourd'hui, dans les élections partielles et législatives ou cantonales, et c'est le vrai enseignement, il n'y a plus besoin de proportionnel. On voit qu'au scrutin majoritaire à deux tours, ce qui avait toujours fait le verrou et le barrage pour le Front National, et bien aujourd'hui, le Front National passe le deuxième tour, et ce qui veut bien dire que ce parti entre dans une vocation, je dirais, majoritaire, qui va devoir répondre à une question piège pour l'instant pour Marine Le Pen. Est-elle capable un jour de décider de faire des alliances ? Et c'est là où elle aura aussi un problème. Elle attend que son père sorte de la scène politique, elle changera le nom du parti, et à ce moment-là, elle rentrera dans le système politique classique. Alors qu'on parle du Front National sans arrêt en France, il y a le shutdown aux États-Unis. Blocage total aux États-Unis. Barack Obama refuse toujours de céder à la pression des Républicains. À quelques jours de l'échéance, c'est toujours le statu quo. On regarde tout de suite un récit en images de David Neyman. Tout est parti d'une querelle mal digérée. Le passage en force au Congrès il y a 3 ans de l'Obamacare. La très coûteuse et controversée réforme de la santé. Impardonnable pour le camp républicain. Forte d'une majorité à la Chambre des représentants, la droite américaine se venge aujourd'hui à sa manière. Notre projet de loi est très simple. Il finance le gouvernement pour l'année prochaine. Et il dit, ne financez pas une assurance maladie que vous ne pouvez pas payer. Le Sénat n'a que oui à dire, et demain le gouvernement est de nouveau financé. Au final, c'est le budget qui est pris en otage. Le monde entier ne parle plus que du shutdown. De mémoire d'Américains, on n'avait plus vu cela depuis 1996. Ce n'est que le premier jour, mais je souhaite que ce soit le dernier. J'espère que ça ne durera pas longtemps. Honnêtement, je pense qu'ils doivent se ressaisir, cesser d'agir comme des enfants et voter le budget. 800 000 fonctionnaires au chômage technique, des agences fédérales fermées et dans toutes les têtes un autre compte à rebours infernal, l'hypothèse d'un défaut de paiement de Washington. J'ai rappelé aux républicains que toute forme de négociation ne peut avoir lieu sous la menace d'une fermeture du gouvernement ou d'un chaos économique pour les Américains. Alors le président américain serait-il pris au piège ? Prisonnier d'une cohabitation sclérosante entre un Sénat démocrate et une Chambre républicaine. Prisonnier de son intransigeance aussi, lui qui refuse toute concession sur le budget et appelle au relèvement sans condition du plafond de la dette.
À l'heure où les grands défis ne manquent pas, c'est l'image de marque de l'Amérique qui apparaît comme la grande perdante. Des signes de faiblesse concrets puisque la paralysie budgétaire affecte aussi certains services de sécurité. Christian Mallard, John Bonner, David Neyman dans son sujet en parlait, c'est le 3e personnage de la République. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps en ce moment ? Écoutez, il a un vrai problème, John Bonner, parce que John Bonner, c'est le patron des Républicains au Congrès, et en même temps, il a face à lui les gens du Tea Party, les ultra-conservateurs, les extrémistes, qui lui disent il n'est pas question, il faut foutre en l'air, permettez-moi l'expression, cette réforme de la santé qu'a voulu Obama, parce qu'elle coûte cher, on ne peut pas la financer, et aujourd'hui, il faut régler les problèmes de dépenses, il faut régler le problème du soulèvement de la dette aujourd'hui. Et Bonner a un problème, il est coincé. Alors il essaye de discuter quand même avec le président Obama qui lui dit « moi je ne négocie pas sur ma réforme de santé ». Il faut quand même rappeler que cette réforme, pour 43% d'Américains qui n'avaient pas de couverture sociale, elle est là. Naturellement, moi je réagis en tant que Français parce que nous sommes des enfants gâtés. Tout à fait. Avec la couverture sociale dont nous disposons en France. Mais pour 43% d'Américains, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Américains, une majorité, est prise en otage parce que cette bagarre idéologique entre les républicains et les démocrates, et le vrai problème, c'est que personne ne va bouger, là. Chacun campe sur ses positions. Je pense que finalement, la raison prévaudra. Parce que je pense que si, le 17 octobre, on n'a pas réglé le problème de la dette, on aura la pire crise devant nous, pire que celle de Lehman Brothers en 2008, c'est-à-dire qu'il y aura un défaut de paiement, l'Amérique sera pratiquement en faillite, et elle ne pourra plus faire d'emprunt. En même temps, ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'au fond, on découvre et on parle de quelque chose dont on ne parle jamais vis-à-vis des USA, c'est l'importance des services d'État. Après tout, pour un État libéral dont on dit en permanence que l'État est peu présent, intervient peu, laisse en permanence le marché, le secteur privé donc intervenir dans la vie sociale, on voit à quel point finalement le poids de la vie étatique et de la fonction publique dans un pays dont on n'imaginait pas, et bien sûr, dont on n'imaginait pas à quel point ça pouvait être important. Ça également, il y a aussi des conséquences sur la vie économique, les échanges donc, internationaux. Il n'y a pas eu de round de négociations. Les Chinois qui sont les bailleurs de fonds. Les Chinois qui sont les bailleurs de fonds, à hauteur de 5 000 milliards de dollars. La dette, je rappelle, est de 17 600 milliards de dollars. Les Chinois s'inquiètent et disent aux Américains, mettez de l'ordre dans votre cour, mettez de l'ordre chez vous, ça ne peut pas continuer. Parce que si vraiment il y a crise le 17 octobre, c'est le monde entier qui sera touché, pas uniquement l'Amérique. Donc ça sera catastrophique, soyons clairs. Autre affaire qui affaiblit considérablement Barack Obama en ce moment, ce sont les déclarations du général américain Hugh Shelton, c'était sur Fox News, un ancien chef des armées sous Clinton et sous George W. Bush. Il balance. Il balance, il dit que, en effet, voilà ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu lire dans la presse, il dit clairement que Hugh Shelton, il dit Obama a laissé faire la révolution des chiites au Bahreïn. Je remonte le papier, le journal, la révolution des chiites au Bahreïn contre le royaume de Bahreïn, et que si le roi du Bahreïn n'avait pas appelé au secours les Saoudiens pour envoyer 4000 troupes, 4000 soldats pour endiguer cette révolution chiite, le Bahreïn, c'est dans une très mauvaise situation aujourd'hui. Et il ajoute sur l'Égypte que c'est vrai qu'il a soutenu Morsi, les frères musulmans, et que sans Al-Sisi, eh bien l'Égypte aujourd'hui c'est une autre Syrie sans doute. Et donc on se pose des questions à travers les déclarations du général Shelton sur les capacités de M. Obama à gérer la politique étrangère américaine, surtout au moment où certains l'accusent d'être un peu trop mou, peut-être trop laxiste dans sa main tendue. Enfin, c'est réciproque, mais avec les Iraniens, le président Rouhani. Donc il y a beaucoup de doutes sur vraiment les capacités à gérer la politique étrangère américaine concernant Obama. Essayez. Tout est politique, tout de suite, les images de la semaine. On termine cette émission avec les images de la semaine qui vous ont marqué. Mickaël, votre choix se porte sur l'humanoïde Atlas, sur un robot. Oui, parce que le robot Sapiens sera le prochain genre humain. On le voit, regardez à l'instant, donc maintenant il peut tout faire. Ça, c'est dans une société très jolie musique d'ambiance. Voilà, de Boston. Mais il faut savoir aussi que l'humanoïde est en train de progressivement d'avoir maintenant un rôle social, notamment dans les pays asiatiques. Alors le politique, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il y a déjà eu un robot à l'Élysée. C'était il y a quelques semaines, lorsque effectivement on a présenté le robot Nao à François Hollande. Il a eu une conversation avec le robot Nao. Il a dit voilà, pour la première fois, je vois qu'un robot est à l'Élysée. Peut-être un jour ça arrivera. On ne sait pas. En tout cas, si un jour il y a un robot politique à l'Élysée, au moins il y a une intelligence artificielle. Il y en a tellement qui sont plutôt artificiellement intelligents.
Christian, vous, votre choix, c'est une photo de famille, celle du sommet de l'APEC, du sommet Asie-Pacifique, qui a eu lieu ces jours-ci à Bali. Écoutez, on y voit les présidents chinois et les présidents Poutine qui sont là, assez triomphants. C'est pas la même image que j'ai vue sur une chaîne américaine, mais enfin ils sont très bien, vous voyez, ils sont côte à côte. Et puis à droite, complètement isolé, John Kerry, qui représentait le président Obama, il est complètement isolé. Et personne ne parle. Obama, puisqu'il était pris par sa crise, ne pouvait pas s'y rendre au sommet de l'APEC. Donc Kerry était complètement isolé. Et ça illustre bien, je crois, le piteux état dans lequel se trouve aujourd'hui l'Amérique. Merci messieurs, merci de votre fidélité. Je serai très heureuse de vous retrouver tous les jeudis à 20h40 avec mes deux compères, Christian Mallard et Mickaël Darmon. À la semaine prochaine. Yes Weekend.